Bonsoir, on va peut-être commencer pour pas finir trop tard. Je vais présenter juste en quelques mots Éric Alonso, conférencier ce soir, dans le cadre des impromptus que j'ai proposé d'inviter. Et puis je vais expliquer aussi pourquoi j'ai pensé que c'était bien de l'inviter à Saint-Étienne. Donc Éric, alors tu compléteras ta présentation si tu veux. Donc il est architecte. Docteur en architecture, professeur à l'école, comme vous pouvez le voir, l'école d'architecture de la ville et des territoires de Paris, Paris-Est, donc à Marne-la-Vallée, qui fait partie maintenant de l'université Gustave Eiffel, où il co-dirige, il est cofondateur et directeur actuel du DSA, donc c'est un post-diplôme pour les gens qui sont déjà diplômés, donc architectes ou paysagistes. Qui est dédié plutôt au rapport entre architecture, ville, territoire, architecture et urbanisme, et qui forme donc une sorte de spécialisation sur la question urbaine plutôt. Donc tu as fait ce livre, tu as fait plusieurs livres, il y a longtemps, déjà peut-être une quinzaine d'années, tu avais fait un livre sur les ronds-points, sur l'histoire du rond-point. 18 ans, ouais. Et assez récemment, à la suite de ta thèse, tu as fait ce livre qui est paru aux éditions Parenthèse, je crois, l'architecture de la voie, histoire et théorie. Et donc tu fais aussi des cours de théorie à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. Et je pense que, alors je ne veux pas faire son éloge, mais moi j'ai eu la chance de travailler, on a travaillé un petit peu ensemble, parce qu'avant de venir à Saint-Étienne, j'étais à Marne-la-Vallée où on co-dirigeait cette formation de DSA. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'en croisant différentes promotions, là, j'ai eu la chance en arrivant de ne pas avoir tout de suite complètement l'occasion de travailler en S9, S10. Donc j'ai d'abord travaillé en S2. Donc j'ai croisé, là je suis en S5, donc je vois différentes promotions de l'école. Et en fait, on se rend compte quand même qu'on est dans une école d'architecture, que forcément les projets, quel que soit le site, quelle que soit l'échelle des projets sur lesquels vous travaillez, il y a un rapport à la question du terrain, quoi, au paysage, à la ville, à ce qui se passe autour, au sol. Et donc ça pose des questions d'espace public, de paysage, d'infrastructure, où on s'aperçoit que l'architecture, c'est pas juste des édifices, mais c'est le sol qui est autour de l'édifice, l'allée qui va jusqu'à l'édifice, c'est ce qui se passe entre les édifices, c'est la rivière qui passe, c'est toute une série de choses, aussi d'ouvrages d'art, etc. Ça fait aussi partie de l'architecture, d'arriver à le réintégrer dans l'architecture avec un regard d'architecte et pas un regard d'ingénieur. Et c'est aussi pour ça qu'Éric, je pense, parce qu'il y a beaucoup de livres sur la question de la voie, mais il n'y a pas de livre, c'était le premier à avoir fait un vrai livre transversal sur la question, disons, de l'infrastructure au sens large, qui va du pont, de la voie, de l'allée, du parc, etc., vu par un architecte, avec les outils de l'architecture, en le réintégrant en fait dans la discipline architecturale, c'est-à-dire que les choses ont une mesure, une forme, une matérialité, qu'ils ont du sens par rapport à une histoire, qui apportent des choses au débat de l'architecture aussi, et qui sont aussi la condition en fait de la qualité de l'environnement dans lequel on vit, où on travaille, etc. Donc je pense que c'est une occasion. En plus, je te fais confiance, je vais arrêter tout de suite, parce que pour t'avoir entendu souvent, je sais que tu sais bien compter les choses, normalement. Compter sans P, comme un compteur. Et donc je pense que tu vas nous amener là, dans ce voyage à travers cette architecture de la voie avec beaucoup d'enthousiasme. Et je te remercie en tous les cas d'être venu jusqu'à Saint-Étienne pour nous raconter tout ça. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, donc, allons-y directement. Ce livre s'intéresse à la manière dont la voie, chemin, rue, route, autoroute, parkway, a été traitée comme objet d'architecture. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport entre la plus banale des infrastructures, parce qu'on ne parle pas des gares, on ne parle pas de choses très spectaculaires, on parle de quelque chose qui n'a même pas d'élévation, ou presque pas. Hein. Et donc, quel rapport a la voie avec l'architecture qui est plutôt associée à la conception des édifices, hein. Bon.
Alors, ce travail est donc d'abord une invitation, un prétexte à s'interroger sur ce que c'est, dans ce cas, l'architecture. Qu'est-ce que l'architecture quand on dit que la voix peut être un objet d'architecture? Eh bien, c'est assez banal, puisque il s'agit de se référer à ce que à l'architecture telle qu'on la conçoit encore au XVIIIe siècle. Alors, au XVIIIe siècle, vous savez, il y a une académie d'architecture et ils entreprennent de faire une publication qui paraîtra jamais, mais Jacques Gabriel en a rédigé l'introduction et il définit l'architecture. Donc là, je vais vous montrer la définition la plus académique, la plus officielle de l'architecture. Voilà, je vous aide un peu en vous mettant quelques mots-clés. Donc voilà, Frédéric, tu ne renierais pas cette définition de l'architecture. C'est une acception de l'architecture qui remonte bien sûr à Alberti, etc. Enfin, bon. Et ce cas n'est pas isolé, puisque si on prend un traité d'architecture comme celui d'Aviler, paru un peu plus tard encore, ce traité contient un système figuré de l'architecture, dans lequel, vous voyez, si j'agrandis la partie basse, hein, on y trouve tout à la fois le jardinage, les canaux, les chemins, les places, et les quais, les digues, etc. Alors, bien entendu, au XXe siècle, cette unité a été un peu dispersée, mais il ne faut pas attendre longtemps pour pouvoir retrouver, notamment dans la seconde moitié du XXe siècle, des définitions de l'architecture comme celle que nous propose Grégotti, par exemple, celle-ci, qui définit l'architecture comme art de l'implantation, pour trouver donc une définition de l'architecture qui autorise à nouveau à penser et concevoir la voie comme relevant pleinement de ce domaine. Et d'ailleurs, Grégotti lui-même va le faire quelques années plus tard, quand il va prendre la tête de la revue Casabella, qui est une revue à l'époque internationale avec une forte audience, et il va consacrer un numéro à la question des routes. Et dans son édito, il écrit « Commencer par restituer la route au règne de l'architecture et obliger notre discipline à considérer comme spécifiquement sien les problèmes qu'elle pose. » Bon, c'est un peu plus clair. Et d'ailleurs, à la suite de cette revue, durant les années 80, 90, 2000, etc., la question de la voie, des infrastructures en général, a réintégré assez largement le domaine, en tout cas, que peuvent repérer les revues d'architecture. Après, dans la pratique professionnelle, c'est peut-être encore différent, mais voilà. Alors, cette tentative de réunification de la discipline qui permet à nouveau d'accueillir la conception des infrastructures est aussi portée à la fin du XXe siècle par un paysagiste comme Alexandre Chemetov, qui prend ici l'exemple de l'autoroute pour évoquer le retour à une conjonction des savoirs qui se seraient perdus au cours du siècle. Et d'ailleurs, à la même époque, Alexandre Chemetov reprendra cette idée dans un texte qui inspirera le programme pédagogique de l'école d'architecture qui sera fondée à Marne-la-Vallée en 1999, et dans laquelle, dès le début, sera dispensé un cours intitulé « Histoire et actualité des infrastructures », qui sera confié à un des collaborateurs de Chemetov, ou ex-collaborateur à cette époque, Stéphane Hirschberger, qui a assuré ce cours pendant les premières années, jusqu'à sa titularisation à Bordeaux, et cours que j'ai repris, moi, autour des années 2005-2006. Et donc, c'est principalement à travers le matériau accumulé pour ce cours, que je dispense maintenant depuis plus de 15 ans, je crois, que provient l'essentiel du contenu du livre. Le livre est un livre issu d'un cours, quoi, pour l'essentiel, puis après d'une thèse, mais je simplifie. Alors, mes recherches se sont également nourries des travaux menés au sein du laboratoire de l'école, l'Observatoire de la condition suburbaine,
et essentiellement à travers la publication Marne, documents d'architecture, que j'ai fondée avec Sébastien Marot dans une parenté assumée avec la première série de la revue Le Visiteur, mais bon, vous n'étiez pas né probablement pour connaître la première série du Visiteur. Et plusieurs articles de Marne donc, ont été consacrés à la question des infrastructures. Ici, dans le numéro 2, la 4e de couverture, c'est l'autoroute de l'ouest de Paris par Prost, de l'Est, pardon, c'est celle qui va à Marne-la-Vallée, justement. Ici, dans le volume 4, on a traduit une conférence de l'ingénieur des Grisons, Jörg Konzett, sur les murs de soutènement. Voilà. Et puis, pour terminer, pour finir de me présenter, pour vous expliquer d'où je parle et de quoi s'est nourri mon livre, cette question des infrastructures est très présente dans l'atelier de projet du DSA d'architecture urbanisme dont a parlé Frédéric tout à l'heure. Et on fait travailler donc, les étudiants, notamment beaucoup sur ces objets-là, à l'origine avec Yves Lyon, puis pendant 8 ans avec Frédéric Bonnet, comme on atteste cette image d'archive, et actuellement avec Pierre-Alain Trévelot et puis d'autres collègues, architectes, paysagistes, etc., et urbanistes. Voilà. Alors, pour traiter de cette question de l'architecture de la voie, je ne suis pas le premier à avoir adopté une lecture généalogique, à m'être tourné vers le passé pour essayer de constituer un petit peu, de reconstituer ou constituer une tradition architecturale de la conception des voies. En 2010, par exemple, Kelly Shannon et Marcel Smets avaient publié un catalogue raisonné de plus de 70 projets de routes, autoroutes, ponts, gares, passerelles, réalisés par des architectes ou des paysagistes depuis en gros le milieu des années 90. Et ils en dégageaient une série de postures conceptuelles qu'ils introduisaient par la relecture des précédents issus de la culture architecturale et urbanistique, en le faisant remonter en gros au milieu du XIXe siècle. On trouvait aussi une sorte de mise en perspective historique dans l'exposition de 2012 à la Cité de l'Architecture, circulée. Alors, le récit qui se dégage de ces histoires se déroule essentiellement en ville et repose grosso modo sur une périodisation en 3 temps. Il y aurait un premier âge de la circulation animale, où les voitures étaient hippomobiles, qui connaîtront un âge d'or, disons, qui se concrétisera dans l'aménagement avec d'un côté les boulevards d'Haussmann et de l'autre les parkways de l'Olmsted. Voilà. Et puis, deuxième temps, l'automobile arrive, patatras, qui va entièrement changer la donne et nourrir les thèses de l'urbanisme fonctionnaliste. Et puis, troisième période, fin du XXe siècle, montée en puissance des politiques publiques en faveur des transports en commun et du vélo, époque de retour de la rue, etc. Voilà. Il y a un peu, assez souvent cette image un peu ternaire de cette histoire de la conception des voiries et des infrastructures. Et donc, il y a une place qui est à part, qui est réservée au XXe siècle, qui coïncide parfaitement avec l'irruption de l'automobile. L'automobile est inventée à la toute fin du XIXe siècle, mais en gros, dans les rues, l'automobile est une réalité autour des années 1910, pas avant. Hein. Donc l'automobile correspond assez bien au XXe siècle. Et donc, il y aurait un avant et un après, une ère nouvelle de la voie qui débuterait avec ce XXe siècle, des métropoles et de l'automobile. Voilà. Et ma tentative de soumettre la voie à l'histoire de l'architecture vient plutôt, au départ, renforcer cet a priori. Parce que, pour 2 raisons. Premièrement, parce que dans l'histoire de l'architecture, le XXe siècle occupe une place à part. Hein, c'est le siècle des grandes ruptures stylistiques. Une grande partie des histoires de l'architecture auxquelles on se réfère le plus souvent dans les écoles d'architecture ou ailleurs sont des histoires du XXe siècle, essentiellement. Vous en avez là, j'imagine que ça, c'est vos 4 lectures que vous avez faites dès la première année. Et il y en a d'autres. Deuxièmement, l'histoire de l'architecture est largement marquée par une vision rationaliste
qui subordonne l'évolution des formes à celle des techniques. C'est vrai au XIXe siècle, avec les histoires et les écrits de Viollet-le-Duc ou de Choisy. Ça l'est encore au XXe siècle, avec le fameux espace-temps de architecture de Gédion, et jusqu'au livre de Banham, où la question de la technique est première, quoi, et l'architecture un peu court derrière la technique. C'est ce que d'ailleurs Banham dit assez directement. C'est également vrai dans l'histoire de l'urbanisme, puisque beaucoup de théories de Montfort aussi reposent sur le primat de la technique. Donc, une histoire de l'architecture de la voie paraît parfaitement se soumettre à ce double prisme, car d'une part, la voie semble dépendre très fortement de l'évolution des techniques des véhicules qu'elle supporte. On peut se dire, ouais, mais alors, c'est sûr qu'une route du temps des chevaux, c'est pas du tout pareil qu'une route automobile, donc ça marche plutôt bien, ça a l'air de marcher. Et puis, comme je vous le disais, l'automobile débute avec le XXe siècle, siècle de l'automobile, siècle de la modernité, et voilà. Donc finalement, tout m'invitait à me conformer à cette grille de lecture très dominante en architecture, cette hégémonie du XXe siècle, ce primat de la technique. Et pourtant, au final, mes recherches m'ont conduit à m'en éloigner assez fortement, au point d'en prendre le contre-pied. Alors, où je veux en venir? Donc là, vous voyez au contraire une image qu'on aime bien, nous, dans les écoles d'architecture, où il y a une sorte de monde total, d'espace-temps, où le design de la voiture, celui de la station-service, tout ça forme une sorte de monde complet, quoi, une Zeitgeist, comme on dit en allemand, parfaite. Alors moi, je préfère cette image, qui est une photographie de German Krull, qui est prise en 1926 au-dessus de la place de l'Étoile. On y voit là la première circulation automobile, quoi, réelle. Quoi. Ça fait quelques années quoi, qu'il y a des automobiles en ville. Et ce qui me plaît dans cette image, c'est que le mobile n'est pas le support. Le support, c'est un espace public créé par Adolf Alphand et son équipe sous l'égide d'Haussmann à une époque qui ignorait l'automobile. Donc, ce qui a permis le développement de l'automobile, c'est un espace public, c'est une voirie qui n'a pas été conçue pour elle, qui a été conçue au temps des voitures à chevaux. Et d'ailleurs, Paris est le berceau de l'automobile parce qu'elle disposait de la voirie haussmannienne. Et donc, c'est ça qui finalement va guider mon travail, c'est arriver à avoir une pensée de l'infrastructure et de la voie en tant que telle, pas toujours subordonnée au véhicule qu'elle supporte. Et je défends une thèse qui paraît contre-intuitive. Je commence mes cours comme ça, d'ailleurs je fais un questionnaire à mes étudiants, parce que je dis, je vais vous montrer que tous les dispositifs que l'on considère propres à l'automobile ont été inventés avant l'automobile. Et beaucoup dans les jardins. Voilà. On comprend encore moins. Alors je fais, alors dites-moi, alors certains disent oui, alors je sais pas quoi, l'autoroute, le rond-point, chacun y va de son. Je les note au tableau et puis je dis, ben voilà, tout ça a été inventé avant l'automobile. Alors, comme là, j'ai pas le temps de faire un cours, je vais vous donner les réponses immédiatement. Et je vais vous montrer tout ce qu'on habituellement on pense qui est propre, qui serait arrivé avec l'automobile et en fait qui était là avant. La question de la modélisation des flux, le moment où on va commencer à dessiner les flux pour concevoir la voirie et ses formes. Les îlots piétons protégés des voitures. Le carrefour à voie superposée avec les jeux de rampes d'accès, les bretelles et toutes ces choses-là. Les réseaux sur plusieurs niveaux. Le carrefour giratoire, le fameux. Le cul-de-sac. La ségrégation de la circulation selon la vitesse et les modes de déplacement. Et enfin, l'accès réservé, la route à péage. Tout ça n'a pas attendu l'automobile pour être pensé et voire même mise en œuvre. Alors, du coup, comment parle-t-on de cette longue histoire qui, pour la plupart, a ses racines avant l'automobile? Alors, ce que je propose, c'est d'envisager
cette architecture de la voie selon 3 paradigmes, selon 3 modèles, champs de référence. Le premier serait celui de l'édifié. Comment on a pu penser la voie comme un élément qui relève du construit, de l'édifié, et qui peut même, à l'excès, être relevé du monument. Et donc ça, c'est une histoire que je fais remonter à l'Antiquité romaine. Ensuite, Antiquité romaine, et on va jusqu'à l'arrivée de l'automobile. Le second paradigme, qui est en fait un laboratoire, est celui du jardin. Ce qui peut paraître là aussi un peu étonnant d'imaginer que c'est dans le jardin qu'on a élaboré, par exemple, un certain nombre de dispositifs qui vont être ceux des autoroutes. Et enfin, quand même, le flux, bien sûr, qui va quand même conditionner la conception de l'architecture de la voie, mais un flux qui est encore un flux animal, qui est le flux des fiacres et des cavaliers et des piétons, puisque cette histoire commence au XIXe siècle. Voilà. Alors, je vous propose de survoler comme ça quelques éléments. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous faire mon livre en raccourci, ni mon cours en 1 heure, parce que ça serait trop long. Donc, je vais essayer de montrer comme ça. J'ai pioché quelques images que je vais commenter un peu librement. N'hésitez pas éventuellement de m'interrompre, ça ne me dérange pas. Alors, l'édifié. Alors, l'édifié, c'est effectivement essentiellement dans la culture architecturale l'Antiquité romaine. D'abord, c'est pratiquement de l'époque romaine, il nous est surtout arrivé des infrastructures. Enfin, ce qui a été conservé pour beaucoup, c'est effectivement les aqueducs, les égouts, les ponts, etc. À tel point que Piranèse, vous savez, cet architecte originaire de Venise, connu pour ses gravures, au XVIIIe siècle, va prendre la défense de l'architecture romaine, parce que vous savez, pendant très longtemps, on ne jure que par la référence aux Romains. Sauf qu'à partir du XVIIIe siècle, il y a des architectes, archéologues comme Stuart et Revers, Laugier, etc., qui vont commencer à contester la suprématie de la référence aux Romains pour considérer qu'en fait ce sont les Grecs qui ont tout inventé. Et donc ça fâche une partie notamment des Italiens, qui disent non, 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 les Romains ont inventé l'architecture, les Grecs n'ont pas fait grand-chose. Et Piranèse, pour démontrer ça, va s'appuyer sur les infrastructures, puisqu'en gros les Grecs n'avaient pas fait tout ça. Et donc lui va montrer que les Romains sont supérieurs aux Grecs parce qu'ils ont fait ces architectures que sont les infrastructures, et que c'est quand même autre chose que des temples chichiteux. Et donc Piranèse va être obligé de démontrer tout ça. Alors il prend la triade vitruvienne, donc c'est assez simple pour les 2 premiers critères. L'utile, bon, on ne fait pas plus utile. Le solide, on ne fait pas plus solide non plus. Alors le beau, il est un peu embêté, quoi, quand même, parce que la beauté d'un égout, par exemple, c'est quand même pas évident. Et il va bâtir toute une théorie du beau, qui est un beau qui serait issu du fait qu'on répond à l'utile et au solide, et donc il y a une beauté très profonde qui se dégage, et qui, selon Piranèse, n'a rien à voir avec le côté décoratif, des ornements, des proportions, de la mode des natures, qui serait une sorte de beauté un peu superficielle. Là, il y aurait une beauté profonde, quoi. Voilà. Et donc, il accompagne ces théories par un travail de dessin formidable. Alors moi, je vous invite à regarder les gravures de Piranèse qui maintenant sont toutes numérisées, en les cherchant un peu sur Google Images, on tombe sur des trucs formidables. Maintenant, moi, je fais des zooms sur ces images, là, c'est vraiment splendide, ce qui fait que là, on a vraiment voilà, on voit Piranèse et on comprend que l'infrastructure et même la voie peut être considérée comme représentée déjà comme architecture. Là, je vous ai mis par exemple un détail de l'image que j'ai donnée pour l'image de l'affiche de la conférence. Alors, on est une époque aussi, notamment en France, il y a un certain nombre de traités de construction des routes qui sont publiés à l'époque, qui vont accompagner aussi la création du corps des ponts et chaussées, des ingénieurs des ponts et chaussées. Et c'est des traités qui, pour beaucoup, se présentent comme des traités d'architecture. Ils ne s'appellent pas traités d'architecture, mais dès l'introduction, leurs auteurs expliquent qu'en fait, c'est une partie de l'architecture. Et ils citent Vitruve, Alberti, etc., Palladio parfois.
Et puis, vous voyez ces gravures qui sont quand même formidables. Vous voyez comment on trace une voie suivant les courbes de niveau. Et puis même, vous avez la planche tout à fait à droite, là-bas, que je trouve, moi, très quasi anachronique, parce que vous voyez, il y a vraiment, on dirait, un papier plié qui prend les façades, etc., et qui explique le nivellement de la voirie, le recueil des eaux, etc. Puis il y a ces gravures. Alors, là, c'est un traité qui s'appelle Histoire des grands chemins. Alors, on pourrait penser que c'est un livre d'érudition, mais non, c'est un livre qui explique comment comment il faudrait faire les routes aujourd'hui, qui s'adresse au roi. Et il y a ces gravures qui sont censées représenter des quartiers de Rome, de la Rome antique. Et vous voyez comment, en gros, la voirie est hypertrophiée. Vous avez la voirie qui est aussi large que Nilo, donc c'est tout à fait exagéré, quoi, hein. Et avec un luxe de détails où il y a une précision dans le calpinage, dans la matérialité, tout aussi forte que pour l'architecture. Et puis, dans ce même livre, il y a cette gravure que je préfère même presque, qui montre que, contrairement à ce qu'on croit, on n'a pas découvert la ville hors la ville en architecture avec la fin du XXe siècle. Dans tous ces écrits, dans toutes ces théories, les architectes considèrent la ville, la campagne, le suburbain à la fois. Et du reste, la rue et la route sont traitées simultanément. Non pas comme deux réalités identiques, mais toujours, enfin jamais dissociées. Cette idée que l'architecte serait de l'ordre de l'urbain, hein, et qu'à défaut le reste ne serait pas urbain et donc moins architectural, je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, ça ne vient pas du XVIIIe siècle, puisque là on voit un espace sur la ville où justement l'infrastructure qualifie très fortement cet espace parce que en plus il est très ouvert, il est dépourvu d'autres formes de construction. Et donc là on voit d'ailleurs toute la déclinaison de la voie pavée, du pont, etc. Les arcs de triomphe. Pardon. Voilà. Et puis je vous parlais, il y a la création d'un corps professionnels qui vont s'appeler les ingénieurs des ponts et chaussées. Et aujourd'hui, on a une vision biaisée de ce qu'est un ingénieur. Un ingénieur, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, après le bac, fait une prépa maths pour entrer dans une école où il va apprendre pas mal de calculs et des aspects scientifiques. L'école des ponts et chaussées, à l'époque, quand elle est créée au XVIIIe siècle, elle est faite à partir de quelque chose qui s'appelle le bureau des dessinateurs et qui est dirigé par un géographe. Et donc, une des premières compétences qu'acquiert un ingénieur, c'est la représentation cartographique, qui est nécessaire. À l'époque, il n'avait que la carte de Cassini, pas très présente, etc. Pas très précise, pardon. Et donc, en fait, à l'origine de l'ingénieur des ponts, il y a une figure professionnelle très proche de l'architecte. Même mieux, à cette époque-là, il arrivait fréquemment que des gens s'appellent tantôt architectes, tantôt ingénieurs. La différence, elle était dans la commande qu'ils traitaient. Lorsqu'ils traitaient une commande privée, à savoir des palais, des hôtels particuliers, ils se faisaient appeler architectes. Quand c'était une commande publique, à savoir des digues, des routes et quelques équipements publics, ils s'appelaient ingénieurs. Voilà. Donc c'est intéressant aussi de cette histoire-là parce que ça nous montre comment, en fait, nos découpages professionnels actuels avec lesquels on raisonne n'ont pas toujours été ceux-là. Et moi, j'apprécie beaucoup cette idée de l'antidiscipline. C'est-à-dire que les gens aiment le pluridisciplinaire. Moi, je préfère essayer de penser à l'époque d'avant la séparation des métiers de l'aménagement. Voilà. Et étudier les premiers ingénieurs des ponts et chaussées nous ramène très près de l'architecture. Du reste, d'ailleurs, à l'époque, Jean-Rodolphe Perronnet, qui était directeur de la première école des ponts et chaussées, a pris comme modèle pédagogique l'école des arts de Jacques-François Blondel pour bâtir sa grille pédagogique. Et il conseillait à ses étudiants d'aller d'abord faire quelques années à l'école des arts de Blondel avant de rentrer à l'école des ponts et chaussées. Et donc je vous ai mis là l'extrait d'une des cartes que les ingénieurs faisaient à l'occasion de leur projet, quoi. Et alors moi, je la trouve admirable, cette carte-là. Je l'ai découvert pas de suite, plus tard. Alors vous avez en haut, c'est une élévation, aussi étonnant que ça puisse paraître. Vous avez le plan au milieu.
et le plan avec les traits de coupe qui correspondent aux différents murs de soutènement, enfin à chaque fois des configurations de remblais, des blés, murs de soutènement. Voilà. Tout ça est aujourd'hui, magie de la numérisation, accessible en ligne. Et on est là dans la généralité de Lyon, on n'est pas tout à fait de la région de Saint-Étienne, mais on n'est pas là. Voilà, et puis tout ça, ça dure très longtemps, et ça c'est une image que j'ai découverte grâce à Frédéric Bonnet, qui l'a montré dans ses diaporamas. J'ai dit, tiens, celle-là, je ne l'ai pas, du coup je l'ai intégrée. Et alors là, c'est le traité de Rondelet, qui est le traité de construction à destination des architectes, qui est en vigueur durant une bonne partie du 19e siècle. Il y a même une réédition où en fait le texte change puisque le chemin de fer arrive et donc on parle du chemin de fer et pourtant la référence reste toujours la voie romaine. Donc il y a une très forte prégnance de cette conception très construite, très édifiée, très monumentale, héritée des Romains, qui marque l'imaginaire des architectes encore au XIXe siècle. Et on pourrait même dire au XXe siècle, parce que Venturi Scott Brown, dans Las Vegas, parle encore beaucoup d'Antiquité. Bon, L'Antiquité n'a jamais forcément quitté le... Alors, je saute au deuxième paradigme, celui du jardin. Alors, trouver dans le jardin les origines de l'aménagement, je dois dire que je ne suis pas le premier à l'avoir fait, puisqu'en fait, c'est Gaston Bardet, dans Naissance et méconnaissance de l'urbanisme, en 1951. Donc, ça, tous vos enseignants le connaissent, ça, ce livre, tout le monde l'a lu. Et qui écrivait, parmi tous les arts, il en est un qui englobe l'art urbain et qui doit servir de parrain, c'est l'art de l'aménagement de l'espace, connu à l'époque, qui nous occupe sous le nom d'art des jardins. Donc là, Gaston Bardet, cet architecte, fait l'hypothèse que la racine de tout ça, c'est l'art des jardins. Nous trouvons dans le plan du parc de Versailles tous les principes de l'urbanisme contemporain. Bon. Et ça, c'est une idée qui va donner lieu à un livre 20 ou 30 ans plus tard, qui est le livre de Thierry Mariage, L'univers de le nôtre et les origines de l'aménagement, dans lequel il développe jusqu'au bout cette idée. Alors, tout ça peut paraître farfelu, quand même, sauf que les contemporains de l'époque, les architectes de l'époque, le disent aussi. Et le très célèbre Abbé Laugier, dans son essai sur l'architecture, vous savez, l'essai sur la cabane primitive, écrit ceci. Il faut regarder une ville comme une forêt. Les rues de celle-là sont les routes de celle-ci, etc. etc. Il faut que le nôtre en dessine le plan. Quoi. Voilà. Et donc, vous voyez que ce transfert-là, des modèles du jardin vers la ville, se fait autour de cet objet qu'est la voie. Et du reste, si vous regardez par exemple Paris à la veille de la Révolution, vous apercevez qu'il ne s'est pas passé grand-chose en termes de transformation de l'espace public. Par contre, vous prenez cette même vue que vous dézoomez, et là, vous apercevez que quand on considère l'ensemble des parcs, forêts de chasse, etc., autour de l'Île-de-France, là, on s'aperçoit qu'ils ont fait l'objet d'une très profonde transformation avec toute une série de grandes figures, d'allées, d'étoiles, de tridents, qui correspondent à la fois à des jardins dits d'agrément, mais aussi à la pratique de la chasse à courre. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Et bien sûr, tous ces parcs où la plupart sont le fait d'André Le Nôtre ou de ses collaborateurs ou de ses contemporains. Et donc on peut regarder aussi à travers la littérature spécifique au jardin qui se développe à l'époque, un objet particulier qui se détache parmi un élément du jardin qui s'appelle, là ici, qui s'appelle l'avenue, mais qu'on va appeler aussi et le plus souvent l'allée. Vous remarquez d'ailleurs, là, par exemple, traité de jardin, qui est une partie d'un traité d'architecture. Encore, on est toujours dans cette grande maison commune de l'architecture qui n'a pas renoncé à externaliser certains de ses objets. Cette allée, qui est quelque chose d'assez... qui n'a rien à voir avec les rues d'une ville, qui est quelque chose de très large, qui est planté, qui a deux fonctions. La première, ouvrir la perspective, promener l'œil sur des horizons lointains, et être conçue pour la promenade, pour la déambulation, pour le mouvement.
Et c'est là où le jardin, très tôt, va être un élément très important ici, c'est que le lieu du déplacement, de la promenade, d'abord à pied, au cheval, au pas, mais après bientôt au galop et plus vite, ça sera le jardin. L'endroit pour se déplacer, rien de mieux qu'un jardin pour se déplacer. C'est pas en ville, dans les rues encombrées et mal entretenues, ni dans les routes de campagne qu'on peut se déplacer. Il n'y a que le jardin pour s'adonner à un déplacement comme ça de loisir. Je parlais de Le Nôtre. Le Nôtre est une figure très connue, mais à la fois très mystérieuse. On ne sait pas grand-chose sur lui. Et d'ailleurs, on a très peu de dessins de la main de Le Nôtre. Il y en a 3 ou 4, à ma connaissance, où on sait que c'est Le Nôtre qui a donné le coup de crayon. Dans celui-ci, le coup de crayon, c'est le trait rouge là. Les autres, c'est ses collaborateurs. Et ce n'est pas un plan de jardin, comme on pourrait s'y attendre. C'est un dessin de route. Voilà. Tout ça étant des... J'oppose les choses, alors qu'à cette époque, ça procédait, ils aménageaient. Et qu'ils aménagent une allée d'une forêt ou une route, c'était le même métier, c'était les mêmes objets. Et d'ailleurs, ce qui en France est considéré la plus belle avenue du monde n'est rien d'autre au départ, les Champs-Élysées à Paris, n'est rien d'autre au départ que le prolongement de la perspective des Tuileries, qui se prolonge à l'ouest, à la campagne, avec un premier rond-point qui est le rond-point des Champs-Élysées, puis qui est la place de l'Étoile, dans quelque chose qui n'est pas de l'extension urbaine, qui est vraiment un objet paysager sur lequel, après, la ville va se développer. Vous avez d'ailleurs, il devait y avoir un trident, comme à Versailles, et avec le cours La Reine en bas, et puis il devait y avoir une troisième voie vers le Faubourg Saint-Honoré qui ne sera pas réalisée. Le cours La Reine, lui, qui est très particulier, vous le voyez ici, qui est fermé. C'est juste une sorte de jardin clos, limité à son élément le plus fondamental, qui est l'allée. Parce qu'on vient ici se déplacer uniquement, et le rond-point du milieu, ça sert à faire demi-tour. Voilà. C'est une sorte de petit circuit un petit circuit de voiture. Et plus généralement, ça c'est une image qui n'est pas dans mon livre, vous avez aussi la reconquête des fortifications, puisque le boulevard, aujourd'hui on pense que le boulevard c'est un anneau de circulation, au départ le boulevard est un terme militaire qui désigne en gros un rempart, une fortification, et le rempart c'est pas un mur, c'est une épaisseur, c'est une bande avec une plateforme, et lorsque les villes ne vont plus avoir besoin de murailles pour se protéger de tout ce dispositif, ces plateformes, ces boulevards vont être convertis en cours, mailles, allées, qui sont vraiment de l'ordre du jardin, avant progressivement d'être reconnectés au réseau de rues de la ville et participer de la circulation. Mais au départ, c'est des éléments quasiment isolés, parfois fermés par des clôtures, et qui sont en fait une sorte de bande de jardin qui entoure la ville. C'est comme ça qu'on a, au début, le proto-urbanisme en France, c'est ce qu'on va appeler les plans d'embellissement, le moment où les villes récupèrent ces éléments de frontières, d'interface des fortifications et se mettent à dessiner des allées, des portes, des pas de doigts, etc. et ouvrir la ville sur la campagne environnante, comme on avait fait, comme ceux qu'avait connu le jardin au XVIIe siècle. Là, c'est la ville du XVIIIe siècle qui, de manière analogue, s'ouvre par des tridents, etc. Et ces plans sont faits par des gens qui s'appellent architectes, ingénieurs, avocats, médecins. Voilà. Ce n'est pas très regardant sur les titres. Et cette tradition, moi je la fais aller au moins jusqu'à Alphand. Adolphe Alphand, cet ingénieur ingénieur des ponts et chaussées, appelé par Haussmann pour s'occuper d'abord pour s'occuper du bois de Boulogne et recomposer les allées du bois de Boulogne, et qui bien sûr après va être à la tête du service qui va concevoir toute la voirie, les parcs, etc. Et Adolphe Alphand s'intéresse beaucoup aux arbres. Il était à Bordeaux avant, il s'intéressait beaucoup à l'arboriculture, tellement qu'on le surnommait le jardinier. Et il y a ce magnifique ouvrage, Les Promenades de Paris, qu'il a édité une fois l'ensemble des projets lancés ou réalisés, qui se présente d'abord comme un ouvrage sur l'art des jardins. Il y a une préface, une première par un texte d'Alphand et son équipe, qui est une grande histoire des jardins. Ensuite, il y a
le dessin de tous les squares, bois, etc. qu'il a créés. Et à la fin, il y a les voies. Les voies qui sont donc considérées comme finalement des éléments, une déclinaison des éléments de jardin. Et peut-être la voie la plus spectaculaire que Alphand et son équipe aient conçue, c'est, vous la reconnaissez, c'est l'avenue Foch. Vous avez peut-être joué au Monopoly sur l'avenue Foch, là, qui s'appelait à l'époque l'avenue de l'Impératrice. Alors, une question. Quelle est la largeur, selon vous, de l'avenue Foch? Un ordre de grandeur, tiens. Question de mesure. Après, je demanderai à Frédéric pour voir s'il sait. Vous diriez quoi? De quel ordre? Bon, les Champs-Élysées, vous savez combien ça fait ou pas? Alors moi j'ai 70, mais ça doit pas, ça doit, voilà. En tout cas, déjà à 70, ça n'a rien à voir avec des rues, hein. On est vraiment dans un registre qu'on ne trouve que dans l'art des jardins. C'est pas des rues ces choses-là. Et là, l'avenue de l'Impératrice, 140 mètres. 140 mètres, et ça relie les Champs-Élysées, vous avez la place de l'Étoile, au Bois de Boulogne. Et donc, c'est quasiment, si vous voulez, on est presque plus dans un parc rectangulaire qui contient des voies. Tant et si bien que ça va d'ailleurs inspirer un jeune Américain qui vient à Paris à cette époque, journaliste, pas encore paysagiste, qui s'appelle Frédéric Olmsted. Et ça va être un de des modèles qu'il va prendre en référence pour bâtir son modèle du Parkway. Alors, ça, c'est une histoire du jardin assez connue souvent dans le milieu français, cette histoire du jardin à la française, un jardin régulier, les plans d'embellissement jusqu'à Haussmann. Il y a en revanche une tradition qu'on connaît un peu moins, qui est celle du jardin pittoresque anglais, qui a d'autres références, notamment celle de la peinture française du XVIIe siècle. Vous savez, cette peinture de Lolorin, Poussin, etc., qui représentait ces paysages qui ne correspondent pas à de la beauté classique. Vous savez, la beauté classique, c'est proportion, équilibre, etc., symétrie. Là, au XVIIe siècle, il y a des peintures qui étaient censées montrer autre chose, à des scènes antiques, etc. On ne faisait pas des peintures pour représenter des paysages, mais enfin, ces peintres-là voulaient représenter des paysages. Et donc, ils ont fait ce genre de tableau qui montre des ambiances contrastées avec des ruines, des éléments de surprise, des choses très, voilà, qui ne répondent pas à cette harmonie, etc., classique. Et ce qu'on voit, notamment, c'est que la voirie, c'est toujours des voies sinueuses qui s'adaptent à la topographie. Et donc, notamment en Angleterre, mais pas seulement, aussi en France, on va vouloir faire des jardins qui ne s'inspirent pas des tracés géométriques de l'architecte, on va dire, mais qui essayent de reproduire les paysages que l'on voit dans les tableaux. Et on va appeler ça les jardins pittoresques, ceux qui méritent d'être peints, ceux qui ressemblent aux paysages que l'on représente dans les tableaux. Et donc, il y a tout un courant anglais avec Kent, puis Capability Brown. Et puis, alors, mon chouchou, c'est le dernier, c'est Humphrey Repton, qui arrive à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, et qui fait ces fameux Red Books, qui sont en fait les livrables qu'il donne aux commanditaires. C'est des grands cahiers reliés en rouge, avec ces perspectives avant-après. Et il y a une petite tirette qui permet de voir l'aménagement proposé. Et là, vous voyez, Repton adore les routes. Et là, il dit, regardez, c'est pas terrible, là, on ne voit pas la route. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit la route et les voitures qui circulent dessus, quoi, et les calèches. Donc il y a vraiment une volonté de mettre cet élément-là en avant, qui correspond à plusieurs choses qui se passent à l'époque en Angleterre. C'est l'époque des enclosures parlementaires. On décide de modifier les systèmes agricoles en regroupant les parcelles dans des grands domaines enclos. Et donc la campagne anglaise à cette époque-là, au XVIIIe siècle, va être énormément remembrée à tel point qu'on va effacer, supprimer certaines voies et en recréer d'autres. Là, ici, Repton, pour Stock Edit, vous voyez en haut la hachure, c'est une voie qui est supprimée et il est amené à en créer une autre. Donc ce qui est assez fabuleux à cette époque, c'est que les créateurs de jardins, intervenant pour
propriétaires, quoi, des domaines, vont être amenés à concevoir des routes publiques, entre guillemets, à la faveur de ces remembrements produits par les enclosures. C'est pour ça que Repton va avoir une considération à la fois dans les cheminements du parc, mais aussi dans les routes qui bordent les domaines. Voilà. Et par exemple ici, il a pitié pour les gens qui ne sont pas ces riches propriétaires qui, du coup, doivent faire le tour de ces grandes enclaves. Et donc, il leur propose des bancs et même des clôtures assez franchissables, oui, côté social, Repton. Et puis, là aussi, vous voyez, c'est une proposition d'intervention, non pas sur les allées du domaine et du parc, mais sur la route qui borde le parc, en disant, en fait, le domaine gagne à être vu depuis la route. Et donc, il propose comme ça de casser le talus pour ouvrir, pour que le domaine soit vu, et que depuis le manoir, on puisse profiter de l'animation produite par les voitures qui se déplacent sur la route. Et Repton faisait des plans de ce type-là, où c'est la première fois, moi, enfin, pour moi, c'est l'un des premiers plans, j'en connais pas de plus ancien, où les couleurs correspondent au mode de transport. C'est-à-dire que certaines voies sont pour les piétons, d'autres sont pour les voitures, d'autres sont pour les chevaux. Donc il y a vraiment une pensée aussi de la voirie en fonction des modes de déplacement. Donc il va y avoir une trilogie comme ça. Les voies piétonnes, c'est les paths. Les voies pour les cavaliers, c'est ride. Et les voies carrossables pour les voitures, c'est les drive. Donc ça, c'est les paysagistes anglais qui l'inventent au XVIIIe siècle. Avec le ride, il y a une particularité à cette époque, c'est qu'on adore aller vite. Les jeunes Anglais découvrent la vitesse. La vitesse n'est pas inventée par la locomotive, elle est inventée parce que les gens veulent aller vite, parce que c'est mieux d'aller vite. Bon, ça fait des sensations qu'ils n'ont pas. Et donc on commence à aménager des voies cavalières, mais pour aller vite. Et du coup, les paysagistes de cette époque se disent, mais alors qu'est-ce que c'est une voie si on va plus doucement, si on va plus vite? Du coup, les rayons de courbure, c'est pas les mêmes. Les ouvertures paysagères, c'est pas les mêmes. Et donc il y a toute une conception spatiale liée à l'accélération des vitesses. Et le plus grand importateur des théories du jardin pittoresque anglais, à l'échelle de la métropole, c'est Olmsted, qui est un grand lecteur de Repton, et qui va faire du Repton à l'échelle des métropoles, c'est les parkways, dont l'exemple le plus abouti est le parkway de Boston, que vous voyez ici, et qui est associé à ce qu'on appellerait aujourd'hui la renaturation, c'est-à-dire s'appuyer sur ces éléments géographiques que sont les talwegs des anciens ruisseaux qu'il dépollue par la même occasion, enfin où il applique il évite que les eaux usées s'y déversent, etc. Et donc il y a un vrai travail de génie écologique, dirait-on aujourd'hui. À Harvard, il y a un groupe là, qui a fondé une discipline qui s'appelle Landscape Urbanism, Waldheim, Corner, etc., cite Olmsted comme étant leur référence historique, justement sur ce travail écologique, quoi. Et vous avez aujourd'hui un paysagiste comme Michel Desvignes qui se réfère beaucoup à Olmsted et qui parle, notamment à l'appui de ses projets, de la géographie augmentée, c'est-à-dire ce travail mais qui est tout à fait l'héritier des paysagistes pittoresques qui appelaient ça l'improvement, l'amélioration, c'est-à-dire le rôle du créateur de jardin consiste à venir amplifier, améliorer une situation géographique préexistante. Voilà. Et donc, ce que vous voyez là, c'est à la fois un parc linéaire, mais c'est d'abord un parkway, c'est-à-dire c'est un système de voies contenu dans un jardin continu qui relie différents parcs. Bon, voilà quelques vues de tout ça, avant-après, enfin en travaux et puis une fois terminé. Dernier paradigme, le flux. Alors, le flux, là pareil, le flux n'attend pas les métropoles congestionnées du XXe siècle pour être une idée obsédante. Beaucoup de choses vont se passer au XVIIe siècle dans le monde des sciences, en particulier Harvey, ce médecin anglais qui découvre qui met en évidence que l'origine de la vie, c'est la circulation du sang dans les veines. Avant, on pensait qu'en gros, la vie, c'était chaud et la mort, c'était froid. C'est un peu des états.
Là, il y a une vision un peu... Enfin, c'est le flux qui explique ça. Et on va le retrouver dans tous les domaines de la science. Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les théories économiques où ça devient des circulations. Tout est flux. Tout est machine, comme le montre l'encyclopédie de D'Alembert et Diderot. D'un point de vue de la santé aussi, il faut faire des villes, c'est l'hygiénisme. Il faut que l'air circule, quoi. Tout circule, tout trouve sa réponse. Voilà, tout se résout par le flux. On lit même à cette époque que plus il y a des voitures qui circulent, plus ça brasse l'air et donc la santé des personnes en est améliorée. Ça, c'est marrant. Et donc il y a une vision de la machine et cette vision machinique s'empare aussi de la voie où il y a cette célèbre coupe de rue de Pierre Pat où on voit la rue en profondeur et différents flux, les eaux, le soleil, la circulation qui est organisée, réglée par une rue qui est représentée un peu comme on représente les machines à cette époque-là. Pierre Pat étant d'ailleurs un des dessinateurs de l'encyclopédie d'Alembert et Diderot. Et j'ai trouvé, alors parce qu'on montre toujours celle-là qui est très connue, j'en ai trouvé une autre qui est pas mal non plus, dans le même genre, une sorte d'écorché, pratiquement de la même époque, qui montre ce sol technique, ce sol épais, qui organise différents réseaux et différents flux. Alors, arrive bien sûr la grande révolution du mouvement mécanisé, le train, mais pendant 70 ans, il y a le train, mais il n'y a pas l'automobile. Donc la locomotion mécanisée existe, mais elle n'est que sur des rails. Parce qu'au début, on n'est pas arrivé à faire des voitures mécanisées qui roulent sur les rues et les routes existantes. Donc, face à cet échec, on les met sur des rails, qui était un système utilisé dans les mines. Mais à cette époque, quand même, il y a des tas de gens qui ont le pressentiment qu'un jour ou l'autre, la circulation mécanisée arrivera en ville. Notamment Ildefonso Cerda, cet ingénieur de Madrid, enfin formé à Madrid, ingénieur catalan de Barcelone, qui va faire le plan d'extension de la ville et qui va commencer à réfléchir à tout ça en disant, tiens, alors là, c'est un truc qui est un peu une sorte de tramway, un truc un peu intermédiaire, en disant peut-être il faut faire une voie dédiée. Bon. Cela dit, pour lui, il pense que c'est un pis-aller, ça, parce que ça prend de la place quand même, et on va pas, voilà, on va pas avoir la place pour caser tous les flux. Donc vous voyez cette idée aujourd'hui, les débats, est-ce qu'il faut une voie pour les rollers, une voie pour les vélos, etc. Ça arrive quand même très vite et bien avant l'automobile. Vous voyez aussi dans ce dessin non seulement la représentation très précise, construite de l'infrastructure, vous voyez aussi toutes les mobilités qui sont prises en compte. Vous avez le monsieur avec sa petite fille là, qui se promène, vous avez des voitures à chevaux, et vous avez des gens qui transportent des marchandises, parfois à dos d'homme, parfois dans des bêtes de somme. Donc vous avez quand même au XIXe siècle une circulation très hétérogène en ville, beaucoup plus que ce qu'on connaîtra au milieu du XXe siècle, quand le flux automobile aura homogénéisé très fortement les flux en ville. Et voilà. Et puis Cerda, à cette époque, va produire ce schéma, et selon moi, c'est le premier, voyez, qui commence à représenter par le dessin la circulation. Ça fait longtemps qu'on parlait de congestion, d'embarras, mais là, on en fait, c'est un trait sur un plan qui permet de penser la forme du carrefour. Et vous voyez, la vialité, qu'on traduirait peut-être aujourd'hui par mobilité, il considère 4 catégories: seul, pédestre, seul, chargé, équestre et voie carrossable, roulée. Donc la première modélisation d'ingénieur, on va dire, du flux sur une voie, considère à la fois les piétons, les chevaux et les voitures. Et puis à partir de là, il y a tout un jeu qui se met en place. Et ben, tiens, finalement, si on mettait des pans coupés, ça démêlerait les flux. Tiens, il y a des espaces non atteints par la circulation. On peut mettre des refuges pour les piétons, etc. Et alors ça fait beaucoup penser à... Là, je fais un pas de côté, je fais une incursion actuellement. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement, le Snack Down. Il y a des vidéos sur YouTube, etc. C'est des urbanistes canadiens, américains. Ça veut dire neige et étranglement.
Ça consiste à faire ce que faisait Cerda, mais profiter du moment où il neige pour voir où vont les voitures. Et elles roulent doucement, il y a des rayons de giration, du coup, avec des rayons assez serrés. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des tas d'endroits qui pourraient être redonnés aux piétons. Et donc, sur la base de ces vues enneigées, de ces modélisations des flux naturels, ces gens-là militent après pour un agrandissement des trottoirs, création de refuges, etc. Donc vous voyez cette façon de raisonner à la fois rationnelle mais un peu empirique qui dessine la forme des choses et de l'espace public du 19e siècle, moi je la trouve assez opérante aujourd'hui au 21e siècle pour penser ces questions-là. Parce que le 20e siècle, avec une sorte d'isolement de l'ingénierie du transport, des trafics, a basculé enfin, à entraîner dans une abstraction qui est difficile après à remobiliser dans le champ du projet, comme dire. Et puis pour vous montrer ça encore, on est au 19e siècle, hein, on revient à Paris, et là, vous avez encore la question du croisement dans les grands boulevards à Paris qui donne lieu à des concours d'architecture, où encore on pense, où on ne renonce pas à régler en partie ces questions-là par l'architecture, par des questions d'espace, de niveau, voilà. Et puis vous avez, dans cette même époque, Eugène Hénard, un architecte, qui va inventer le carrefour à giration, nos fameux ronds-points, etc., inventés par Eugène Hénard à Paris, du temps des voitures à chevaux, avec un premier projet qui donne une réponse aussi au passage des piétons, avec, comme vous voyez ici, des souterrains tout autour de la place, qui communiquent sur une place située au niveau -1, éclairé par une trémie découpée dans l'îlot central du giratoire. Eugène Hénard, qui en 1910 va aussi faire la rue du futur. Alors, il y a des trucs un peu déconnants, hein, c'est-à-dire qu'il imagine le développement de l'aviation individuelle avec les avions qui se posent sur le toit et un ascenseur qui case les avions dans le parking. Mais ce qui est intéressant, c'est que... je vais me lever, c'est le moment où je me lève. Il y a toujours un effet impressionnant comme ça. C'est ça qu'il faut voir. C'est un des premiers projets sur lequel le sol naturel est ici, il y a un sol artificiel. Et donc, en fait, Hénard considère que la voie a géré trop de flux pour qu'on perce le sol comme ça à chaque fois qu'on veut faire passer un réseau. Et donc, il propose de faire un sol artificiel, une sorte de tablier comme ça, qui contient une galerie, qui couvre une galerie technique et en même temps tout un espace pour que circulent les wagons pour le transport des marchandises, évacuer les poubelles, etc., les déchets. Donc, c'est très intéressant parce que cette rue future, certains y voient une anticipation de ce que va devenir l'urbanisme au XXe siècle, avec une multitude de flux, l'urbanisme de dalle qui est déjà annoncé. On peut le voir comme ça. On peut aussi dire, tiens, c'est encore une vision de la ville qui peut se résumer à une coupe de rue, ce que les architectes modernes n'arriveront plus à faire quelques années plus tard. Alors, on arrive à l'automobile, parce que quand même je parle de l'automobile, même si je dis que tout a été inventé avant. Mais c'est assez surprenant quand arrive l'automobile, parce que voilà le premier congrès international de la route. Vous voyez la carte des membres, on n'est pas dans le futurisme le plus abouti quand même, hein. On n'est pas dans la ville. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'automobile a une supériorité par rapport au train, c'est qu'elle peut rouler sur les vieilles rues et les vieilles routes, celles qu'on avait abandonnées à cause du train. Et donc au départ, l'automobile de loisirs, réservée à une élite, hein, on est très loin encore de la massification de l'automobile, se conjugue avec la redécouverte de la campagne, des paysages, du pittoresque, etc. Ça s'accompagne beaucoup c'est associé à ces thèmes-là. Il arrive très fréquemment que les promoteurs de la défense des paysages, les promoteurs du tourisme et de l'automobile soient les mêmes personnes. Et donc on est très loin avec cette idée que l'automobile arrive, hop, le Corbusier, fonctionnalisme. Et, vous voyez ici, regardez une pub de carte Michelin. Vous voyez en bas, les routes pittoresques. Alors vous qui êtes, nous plutôt les vieux, on n'est pas né avec le GPS. Et dans la voiture de nos parents, il y avait les cartes Michelin. Et il y avait des cartes qui étaient surlignées de vert. Et c'était les routes pittoresques. Alors, ce n'était pas qu'elles étaient pittoresques, c'est qu'elles donnaient à voir des paysages, etc. Vous
Voilà ce que c'est que voilà ce que c'est aussi et surtout le premier âge de l'automobile. Notre pub Michelin, avec en bas, c'est des dispositifs de représentation empruntés, me semble-t-il, de Raymond Unwin dans l'étude pratique des plans de ville, vous voyez, avec la perce et le plan. Et dans le champ du projet, c'est par exemple l'architecte urbaniste Henri Prost qui, à la demande du préfet du Var, je crois, mais aussi de l'Office du tourisme, va faire un projet pour développer le tourisme et protéger les paysages sur la côte varoise. Et ça va être essentiellement, euh, euh, son projet va consister à dessiner les voies. Et avec cette très célèbre coupe de rue évolutive, vous voyez, quand on vous raconte qu'aujourd'hui la question de l'urbanisme, c'est les temporalités, comme si la question de la temporalité n'était pas à l'origine même de l'urbanisme. Où là, c'est un système en fait où il crée des chemins, des voies qui peuvent être au départ très modestes, mais il prévoit une zone non édificandie pour permettre éventuellement à cette voie de s'élargir et voire de s'équiper et contenir des transports en commun, etc., sans avoir à exproprier les maisons qui se seraient construites au bord. Alors, aux États-Unis, il va se passer, l'automobile va être assez bien accueillie dans les parkways, qui avaient déjà toutes les caractéristiques des voies pour automobiles, à savoir des voies dédiées pour les voitures, séparées des voies pour les cavaliers et séparées des voies pour les piétons, et en général, une absence de croisement de niveau, avec des systèmes d'arches qui permettaient de ne pas que les rues des villes traversées par les parkways ne traversent pas le parkway. Et ça, c'est le Bronx River Parkway, qui est le premier conçu expressément pour des automobiles, mais il ne modifie pas profondément le modèle du parkway d'origine. Et vous voyez, c'est assez étonnant, on dirait la représentation d'une autoroute dans un mini-golf, quoi, vous voyez, alors que ça, c'est la station-service, ça, c'est l'échangeur avec la sortie, quoi. Mais c'est pas de l'autoroute devenue kitsch, c'est tout simplement qu'on est là dans un objet de paysage et de jardin qui accueille l'automobile, mais du coup, le vocabulaire est tout à fait celui des jardins de l'époque, quoi. Voilà. Vous avez un autre cas un peu plus tardif que je trouve moi merveilleux, qui est l'Henry Hudson Parkway, où vous avez là quelque chose qui ressemble tout à fait à un super gros échangeur autoroutier. Il en a la même fonctionnalité, sauf qu'il a été prévu, intégré dans un parc où vous avez, du coup, à travers la question du modelé des niveaux, vous avez tout un circuit piéton qui traverse tout ça de façon absolument coordonnée, sans avoir l'impression, à un moment donné, de traverser une autoroute. Voilà. Alors, il y a aussi toute une séquence très importante qui est les autoroutes faites en Allemagne sous Hitler. Alors, qu'on a en général pas trop regardé parce que c'était les autoroutes nazies, sauf que elles sont assez proches des parkways que Roosevelt initiait au même moment aux États-Unis dans un régime politique extrêmement différent. Donc c'est assez particulier dans nos objets où certes il y a un rapport entre la forme et la politique, mais c'est jamais forcément très direct. Et il peut y avoir des mêmes formes qui servent différents régimes politiques. Et en tout cas, il y a des échanges très étroits entre les ingénieurs de cette époque américains et allemands qui partagent un certain nombre de techniques, etc. En France, il y a des projets d'autoroutes qui se font plus tardivement parce qu'on avait des bonnes routes, donc on n'avait pas besoin de faire des autoroutes. Il y a notamment l'autoroute de l'Ouest qui est à peine achevée avant la Deuxième Guerre mondiale, avant que la Deuxième Guerre mondiale n'éclate, du coup ça va être interrompu. Et une des pièces qui a été réalisée partiellement dans la forêt de Marly, c'est le triangle de Rocancourt, à un moment donné où les deux autoroutes se séparent. Et c'est un projet fait par un architecte, Robert Danis. Alors vous avez l'échangeur et puis vous avez un chemin piéton qui traverse comme ça, qui passe par un escalier hélicoïdal. Il y a tout un projet extrêmement de paysage extrêmement puissant qui s'insère dans la forêt de Marly, qui est une forêt classique, avec des étoiles, etc., et des pas de doigts du XVIIe et XVIIIe siècle. Un projet également d'une autoroute fait par un autre architecte, Jacques Grébert, pour Marseille, qui ne sera pas réalisé. Alors, je termine, je m'approche de la fin, par moi, ce moment qui me plaît beaucoup,
que je trouve très intéressant parce qu'on est après la guerre. Et ici, c'est à travers la notion de townscape, paysage urbain, en français, qu'en Angleterre, il y a un courant qui se développe dans la célèbre revue Architectural Review, qui se veut l'héritier de l'art des jardins pittoresques et qui vient remettre la question de la rue et de la route au cœur du débat. Alors vous voyez, la principale rupture, c'est que désormais, vous voyez, la donnée de départ, c'est un espace déjà saturé par les infrastructures, déjà encombré. Et donc là, le rôle de l'architecte, du paysagiste, devient celui de désaménager, soustraire. Ça, c'est des choses que les concepteurs disent beaucoup encore aujourd'hui. Notre rôle dans l'espace public, c'est de retirer. On le dit depuis 1956. Alors là, vous voyez, c'est amusant. En plus, c'est du nettoyage en plusieurs phases, avec un exemple en ville, un exemple en campagne. Et ça passe notamment par la suppression d'un giratoire. Alors, conclusion 1, et après il y a un épilogue, mais on approche de la fin. Le désaménagement reste aujourd'hui, bien sûr, un enjeu toujours aussi important et renforcé, bien sûr, par la question, comme vous le savez, de la désartificialisation des sols, sinon leur renaturation. Mais certains vont plus loin et vont considérer qu'à l'avenir, une bonne partie des infrastructures héritées de la modernité ont vocation à être détruites ou effacées. En gros, c'est si l'automobile sous la forme qu'on lui connaît est amené à disparaître, son support doit disparaître aussi. C'est finalement aussi raffiné que quand Le Corbusier, au début du siècle, prophétisait la mort de la rue sous prétexte que celle-ci datait du temps des voitures à chevaux. Donc c'est les mêmes personnes qui disent aujourd'hui, ou c'est le même raisonnement qui voudrait dire, voilà. Pour ma part, je crois que cette solution restera exceptionnelle, et je l'espère, notamment en raison du coût énergétique et environnemental phénoménal que constituerait l'effacement d'infrastructures aussi lourdes. Encore une infrastructure en métal, ça peut se démonter, se recycler, mais du béton lourd, là, c'est quand même pas très raisonnable. Et puis, de manière plus fondamentale, l'obsolescence de la fonction ne signifie pas l'obsolescence de la forme. Et ça, on le sait en architecture. C'est d'ailleurs en ce sens que j'évoque Piranèse, qui s'est intéressé aux infrastructures romaines quand elles avaient pour la plupart perdu leur fonction. Et du coup, il y a Snozzi qui nous a quittés, alors oui, Piranèse rappelle du fait qu'effectivement, la plupart, c'était des infrastructures obsolètes, là, quand le Piranèse les a fait rentrer dans l'architecture. C'est un peu ce que raconte Snozzi. Il a fait quelques aphorismes comme ça. Snozzi, il y en a un qui raconte un peu cette histoire-là. L'aqueduc vit à partir du moment où la CC transportait l'eau. Alors, je dirais que quand elle perd sa fonction initiale, la construction existe alors comme objet architectural et plus seulement comme objet technique. Et vous connaissez Kevin Lynch, qui est cet urbaniste américain, qui a fait le livre L'image de la cité des années 60. Alors, on connaît beaucoup ses livres des années 60, mais en fait, il a continué à écrire des livres et plus intéressants, selon moi, même que ses premiers livres. Et en particulier, il en a créé un au moment juste avant sa mort, qui s'appelle Wasting Away, qui a été publié après à titre posthume, qui s'intéresse au recyclage, en gros, on dirait aujourd'hui. Et dans lequel il s'intéressait à cette question, que pourra-t-on faire des autoroutes après l'âge de l'automobile? Il se posait cette question en 83. Que pourra-t-on faire des autoroutes après l'âge de l'automobile? Et il y répondait. Alors en gros, sa réponse postule la permanence de la voie, comme aurait pu l'écrire Rossi. Et l'une des conditions de ce réusage, c'est la juste inscription dans le site, mais aussi la faible spécialisation. C'est-à-dire la faible détermination par les prescriptions techniques. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, peut-être que l'avenir de la route, ça ne sera pas de disparaître, ou ça ne sera pas d'être rempli de voitures autonomes, volantes, ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'une vision du futur, ça serait ça.
je sais pas bien. Enfin, c'est une vision du passé, 73. C'était le moment, c'était mon année de naissance, mais c'est pas suffisant pour expliquer cette photo. C'était surtout le choc pétrolier où, aux Pays-Bas, on avait interdit le week-end d'utiliser l'automobile sur les autoroutes. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi une image qui pourrait être, peut-être que notre avenir, les prochaines mesures pourraient ressembler à ça, on ne sait pas encore. Alors, c'était une fausse conclusion, j'en ai une autre conclusion, un peu plus amusante. J'ai été récemment invité par la revue Plan Libre, que vous connaissez peut-être, hein, qui est pas mal comme revue d'ailleurs, qui est en ligne. C'est ça, Sébastien Barra enseigne ici. Pour revenir sur la genèse et la réception de mon écrit de jeunesse du rond-point au Giratoire, publié il y a 18 ans. Donc voilà, vous savez que j'ai plus de 18 ans. Du coup. Ça fait un choc. Et donc notamment, c'était à la lumière de revenir sur ce livre écrit il y a 18 ans, à la lumière des Gilets jaunes notamment, qu'est-ce que tout ça avait produit. Et parce que c'est vrai, à cette époque, j'ai reçu sur mon téléphone des messages d'amis qui, taquins, m'envoyaient cette photo en raison de ma réputation de spécialiste des ronds-points qui me colle à la peau. Et voilà. Et cette période a été pour moi l'occasion de me replonger dans cet écrit de jeunesse parce que du coup, des journalistes ont continué à m'appeler. Alors comment le spécialiste des ronds-points, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Et j'ai relu des extraits de mon livre où j'avais complètement oublié que, tenez-vous bien, j'avais prévu le phénomène en 2005. Voilà. Frédéric, tu pourras m'appeler le Nostradamus de l'urbanisme. Mais au-delà de l'anecdote, le livre que j'avais fait au départ s'appuyait sur l'idée que la généalogie de nos giratoires actuels renvoyait vers les inventions de Génénard et même avant vers les ronds-points des jardins classiques. Et donc finalement, l'occupation des ronds-points par les manifestants m'a offert la preuve finalement que de l'idée que j'avais développée dans mon premier livre et approfondie dans l'architecture de la voie, que comme toute architecture, la forme de l'infrastructure contient des potentiels d'usage qui ne se limitent pas à leur fonction initiale. Et que même les vulgaires ronds-points routiers de la périphérie conservaient dans leur patrimoine génétique une capacité enfouie à faire tourner autre chose que des voitures. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Eric, pour cette promenade là dans les. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou des réactions, ou pas forcément une question, mais sur cette manière de ramener dans le champ de l'architecture des choses, des objets, en fait, finalement, auxquels on est peu accoutumé en tant qu'architecte, mais qu'il est intéressant de s'approprier, sans doute. Ça demande un peu de personne. Merci. J'avais une question concernant... Alors, au tout début, vous avez cité un nombre d'édifices qui ont du coup traversé le temps. Et il y en a un qui me questionne, c'est le cul-de-sac. Parce que du coup, c'est le seul qui ne relie pas. Et aujourd'hui, il pose problème. Très bonne question. Voilà. Alors, le cul-de-sac, c'est une invention dans le champ de l'urbanisme. Alors, ça existe des impasses, bien sûr, de fait, mais ça rentre dans le champ de l'urbanisme par Raymond Unwin, qui est l'architecte qui a conçu les premières cités-jardins anglaises. Et il a un raisonnement, au départ, le cul-de-sac, c'est un raisonnement économique, c'est du bilan d'opération, c'est comment faire un maximum de parcelles à lotir avec un minimum de viabilisation, un minimum de voies. Et à l'époque déjà, c'est un moment intéressant où le trafic commence à devenir aussi quelque chose où on se dit est-ce que les voies de circulation sont vraiment compatibles avec l'habitation. Et donc ils se disent les petites voies c'est pas mal, les voies de desserte c'est un vrai sujet. Et à cette époque, ils trouvent idiot qu'en Angleterre, les normes qui s'appliquent sur les voies de desserte soient les mêmes que pour les autres voies. Donc ils militent pour une architecture de la voie de desserte spécifique. Mais bien sûr,
chez Unwin, il n'y a cul-de-sac que pour les voitures. Et son système fait de la ville passante pour ce qu'on appellerait aujourd'hui une mobilité active. C'est-à-dire c'est la voie carrossable qui s'arrête. Mais après, dans ces plans que vous pouvez regarder, après ça a été repris à Radburn en 1929 aux États-Unis, etc. Après, il y a des continuités piétonnes. Ce qu'on oublie, c'est par contre ce qu'on connaît nous dans nos banlieues pavillonnaires, c'est un avatar de ce modèle-là, où il y a juste le cul-de-sac pour les voitures, mais il n'y a pas le chemin qui le prolonge pour les piétons et les vélos. L'autre chose est aussi, c'est que ce cul-de-sac chez Unwin, pas dans l'exemple que je vous ai montré, mais souvent il appelle ça le close. Il associe l'élément de retournement à un petit équipement de type jardin, terrain de sport, etc., qui fait que ce n'est pas simplement un rayon de giration. Voilà. Donc c'est ça aussi, ça c'est très intéressant, c'est pour quand on a à intervenir sur la ville contemporaine avec certains modèles qu'on trouve particulièrement ratés ou pleins de défauts, c'est intéressant d'en connaître les origines parce que très souvent, l'origine est plus intéressante que ce que c'est devenu après par la suite, quoi. Voilà. C'est vrai pour les giratoires, c'est vrai pour les cul-de-sac, c'est vrai pour plein de choses, en fait. Donc ce travail rétroactif là, ou rétrospectif, c'est aussi fait pour recharger un peu l'imaginaire et le potentiel de tous les dispositifs qui peuplent aujourd'hui nos territoires. Merci. Donc il faut que je baisse un peu le ton. À travers les documents que tu as présentés, les dessins très intéressants, là, qui avaient quand même toujours une attention à l'ouvrage d'art technique, spécifique et singulier par rapport à ce à quoi il devait rendre service, ce pourquoi il devait rendre service. Chose qui a quand même considérablement disparu en fait dans les pratiques contemporaines liées à la voirie et toutes ces infrastructures routières et ferroviaires finalement. Donc en fait, je m'interrogeais si ces deux travaux que tu avais conduits étaient suivis d'effets ou au moins de réflexion au sein des corporations qui sont en charge de ces travaux, puisque c'est vraisemblablement pas les architectes, ou très très peu, ou trop peu. Ouais, alors vaste question. Non, ça n'a pas changé. Il n'y aura pas eu un avant et un après la publication de mes livres. Mais j'ai eu quand même de très bonnes... effectivement, j'ai été souvent invité par Vinci Autoroute, par des tas de... Le monde de la route. Ces travaux les intéressent quand même, un peu par récupération aussi, hein, j'en doute pas. J'enseigne aussi à l'école des ponts et chaussées. L'école des ponts et chaussées, aujourd'hui, l'enseignement dévolu à la question des routes, c'est quand même extrêmement mineur dans leur enseignement. Ils font plus beaucoup de chaussées, les ingénieurs des ponts et chaussées. Enfin, c'est pas dans leur... On imagine qu'ils s'en occupent, mais je pense qu'on en parle beaucoup plus dans les écoles d'architecture et de paysage. Néanmoins, ce que j'essaye de dire, moi, ce que j'essaye de défendre là-dessus, en tout cas, c'est élargir le socle commun, en fait. C'est-à-dire qu'entre architectes et ingénieurs, donc c'est vrai dans le cas du DSA d'architecture urbaniste du temps de Frédéric et d'aujourd'hui, c'est-à-dire que d'un côté, il faut aussi dire aux architectes que c'est leurs objets, et ça, c'est pas gagné. Parce que ce que j'essaye de montrer dans le livre, d'ailleurs, c'est trop facile de dire les ingénieurs ont piqué le boulot aux architectes. Certains architectes, notamment les modernistes, ont considéré que c'était bien mieux si c'était les ingénieurs qui s'en occupaient. Parce qu'ils n'étaient pas pollués par les références stylistiques, compositionnelles, vieillottes et ringardes des architectes. C'était le calcul qui allait amener des projets parfaits, quoi. Donc il y a eu aussi une volonté de l'architecture de
d'externaliser ces choses-là. Voilà. Et du côté des ingénieurs, moi, le message que j'essaie de leur faire passer quand j'en ai en formation à l'occasion des cours que je leur donne, c'est leur dire qu'ils retrouvent leur propre culture du projet enfouie dans leur ADN aussi, hein, pour qu'ils apprennent là aussi à essayer de retrouver les compétences de dessin, de figure, de spatialisation qu'ils avaient au départ. C'est-à-dire que je me sers de ça pour essayer de retrouver une base commune plus large. Parce qu'il n'y a pas de raison que cette base-là soit aussi aujourd'hui fragmentée et étroite, quoi. Tant du côté des ingénieurs que du côté des architectes. Et quand tu parles de base commune, je ne veux pas être trop long, mais ce que je trouve intéressant aujourd'hui dans le retour de l'architecture sur ces objets, et dans le rapport à l'ingénierie d'ailleurs, mais c'est surtout le retour de l'architecture, je dirais, c'est que dans la demande sociale aujourd'hui, avec la question écologique notamment qui se pose de plus en plus, il y a une demande très forte de réadoucir les infrastructures. C'est-à-dire pendant longtemps, on a vécu plutôt dans un paradigme où ce qu'il fallait, c'est intensifier l'infrastructure, rajouter des voies pour avoir plus de trafic, etc. Où là, c'était plutôt une question d'ingénieur. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de demandes. Enfin, moi, je travaille beaucoup sur ces questions où on nous demande d'adoucir, c'est-à-dire d'alléger, d'adoucir, d'enlever. Alors, c'est encore plus que 1956. C'est-à-dire, on demande de supprimer des voiries, de planter des arbres. Et donc, il y a un retour vers le jardin a donné lieu, comme tu l'as montré très bien, à des figures, en fait, finalement, d'infrastructures. Et il y a un retour vers le jardin. Et là, tout d'un coup, la présence des architectes et des paysagistes, elle est complètement opératoire parce qu'on ramène des éléments beaucoup plus complexes que simplement la bordure, qui est beaucoup plus lié à la question du sol, à la question des édifices qui sont autour, etc. Et c'est une demande croissante, et je pense qu'il ira croissante avec les questions écologiques qui sont les questions des décennies à venir. Oui, moi c'est ce que j'allais finir là-dessus. Effectivement, je pense que, parce que certains peuvent me dire, mais pourquoi aujourd'hui publier un bouquin sur l'architecture de la voie comme si le sujet c'était construire des autoroutes, etc. Oui, je suis persuadé que c'est fini, on en a construit suffisamment ou très largement, qu'il y a peut-être quelques petits bouts à finir, mais que maintenant c'est plutôt travailler avec cet héritage-là, quoi. Et c'est parce que certainement les mobilités vont être radicalement différentes à très court terme que ça va redevenir encore plus des objets d'architecture. Et plus simplement des objets techniques, parce qu'effectivement, c'est des objets techniques qui ont été faits aujourd'hui pour d'autres formes de mobilité qui ne sont pas celles qui seront qu'on voudra ou qu'on pourra développer demain. Et donc, du coup, sortir ces objets-là du champ de la technique pour les faire rentrer dans le champ de l'architecture, c'est les rendre disponibles au réusage, à la reconversion, etc. Et donc, moi, je pense que effectivement, les enjeux actuels vont faire que ces objets-là, on va les regarder encore plus précisément comme des architectures. En tout cas, oui, enfin, d'autres publics est assez réceptifs sur ces... moi, à l'époque, j'avais présenté ma thèse à Frédéric Rousseau, qui était le directeur route et patrimoine de Vinci Autoroute. Il était ravi. Il disait exactement... c'était l'époque aussi où ceux qui gèrent les autoroutes sont en train de déclasser certains bouts d'autoroute pour que ça redevienne des bouts de rocade, etc. Donc le réancrage territorial des objets routiers, c'est quand même des choses qui préoccupent la société, quoi. Ce n'est pas qu'une lubie d'architecte. D'exemples de reconversion, transformation d'infrastructures oui, lourdes, en fait. Parce oui, qu'avec les étudiants, on est sur Marseille, par exemple. Ouais. Et Marseille, ces dernières années, à travers le projet Euromède, a détruit nombre d'infrastructures qui étaient très, très problématiques. Hein. Bon, ils ont fait ce choix-là. Peut-être d'autres choix auraient pu être tentés. Mais voilà, si tu connais des... Ouais, alors bon, pour le moment, on retombe toujours en gros sur les mêmes exemples, c'est-à-dire... les viaducs ferroviaires reconvertis en promenade ou en piste cyclable. Hein, la promenade plantée à Paris et la Highline, c'est typiquement des... Voilà. Après, ça, c'est limite des choses en centre de métropole très luxueux, etc. Le phénomène des voies vertes dans les territoires, ça, c'est quand même massif. Hein, les chemins de halage ou les anciens chemins de fer qui deviennent des pistes cyclables, c'est quand même une conversion massive, hein, qui est pas minimaliste.
Ensuite, il y a un exemple, enfin je pense à deux exemples. Je pense, Frédéric, tu sais, au travail qu'on avait encadré sur le sud de Paris, là, sur Évry, le travail sur l'échangeur. Parce que c'est vrai que notamment, il y a quelques années, par exemple à Paris, la porte de... là où il y a les tours de Nouvelles, là, la porte d'Ivry. Ivry. On sait aujourd'hui prendre ces échangeurs très complexes à mes années 60, on sait les remodeler pour en faire des choses beaucoup plus compactes. C'est ce qui a été fait, porte d'Ivry, qui est en cours de réalisation. Sauf qu'effectivement, et ça, moi je sais que c'est des choses auxquelles on pouvait penser au DSA à des époques, mais avec Frédéric, on a souvent réfléchi ces dernières années à dire est-ce qu'aujourd'hui il est bien raisonnable, quand bien même on sait reprendre un échangeur pour le faire plus compact, etc., est-ce qu'il est bien raisonnable de faire comme ça? Et donc on a eu l'occasion avec des étudiants à travailler du côté de Évry sur un échangeur de la ville nouvelle qui n'était pas forcément utilisé, où le projet a juste consisté à déclasser certaines bretelles pour les rendre accessibles aux piétons, par exemple, mais sans toucher l'infrastructure lourde. Et là, il y a un exemple, moi, que je connais, il y en a peut-être d'autres, c'est le travail d'Alexandre Chemetov à Grenoble. À Grenoble, il s'est occupé d'un parc, et en lisière de ce parc, il y avait une bretelle qui a été désactivée, déclassée, et il l'a intégrée comme un élément du parc. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plutôt autour de ces expériences-là qu'il faudra aller chercher. Et je ne connais pas d'exemple massif là-dessus. Merci. Merci, on va peut-être se séparer. Voilà. Bonne soirée.